Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est une belle femme, elle est très distinguée, avec des yeux verts, un nez fin, un peu pointu. Nous sommes le 12 décembre 1899, au cœur même de la Belle Époque, et cette dame, cette belle femme, entre au consulat d'Allemagne à Jérusalem. C'est donc Gertrude Bell. À l'époque, la ville sainte appartient à l'Empire ottoman, qui en cette fin de 19e siècle a beaucoup perdu de sa splendeur passée. On l'appellera l'homme malade de l'Europe, vous savez. Et au consulat allemand, Gertrude retrouve un couple qu'elle avait rencontré à Téhéran 7 ans plus tôt, les Rosen. Elle est chaleureusement accueillie par Friedrich Rosen, qui est consul d'Allemagne, et par son épouse. Elle s'appelle Nina. Et tous les trois vont s'installer dans un petit salon où on leur sert le thé, mais on se raconte la vie des uns et des autres. Et puis Gertrude quitte ses hôtes et s'installe dans un petit hôtel qui n'est pas loin et où elle a loué 2 pièces. Elle est partie quelques jours plus tôt de Londres, cette Gertrude Bell. Elle avait en tête les paysages de la Grèce, de la Turquie qu'elle a déjà vus au cours de son voyage, mais elle est surtout émerveillée face à la chaîne du mont Liban et à ses sommets enneigés. Jérusalem, ça va être pour elle un point de départ, le point de départ de son premier grand voyage au Proche-Orient. Franck Ferrand sur Radio Classique. Gertrude Margaret Lothian Bell était née en pleine époque victorienne en 1868 dans le nord de l'Angleterre, dans une ville qui s'appelle Washington mais qui se trouve bien en Angleterre, au nord de Durham. Elle est née dans une famille de la haute bourgeoisie industrielle, avec une famille qui fait partie des 10 plus grosses fortunes d'Angleterre. Elle-même a bénéficié de tout cela, elle a suivi de hautes études, elle a été la première femme diplômée en histoire moderne de l'université d'Oxford. Ça lui a donné le goût de la découverte, une incroyable et insatiable curiosité, et donc l'envie de parcourir le monde et tout particulièrement l'Orient. Lorsqu'elle voyage pour la première fois en Perse, elle n'a que 24 ans. Il faut vous dire que son oncle est ambassadeur en Perse. C'est un séjour pendant lequel elle va tomber amoureuse d'un des secrétaires de son oncle, Henry Cadogan. Sauf que le père de Gertrude ne veut pas entendre parler de ce mariage avec un jeune homme bien trop pauvre pour espérer entrer dans la famille Bell. Jusqu'au bout, elle va espérer que son père changera d'avis. Seulement, il se trouve que Cadogan va mourir subitement d'une pneumonie quelques mois plus tard, sans doute des suites de l'extrême déception qu'il a subie. Bref, de ce premier voyage au Proche-Orient, Gertrude va tirer un récit, également des traductions des poèmes de Hafez, le grand poète persan du XIVe siècle, et ça la fait connaître, bien entendu, et ça lui donne l'envie de poursuivre dans ses grands voyages. Elle va les enchaîner, ces voyages. Elle se rend en Suisse, en Allemagne, en France, en Italie, et dans chacun de ces pays, on la voit pratiquer des disciplines qui, habituellement, à cette époque, ne sont pas réservées aux femmes, notamment l'alpinisme. Elle se lance dans l'ascension des sommets alpins, elle prend des risques. On la voit par exemple rester un jour accrochée plusieurs heures à une corde sur le flanc d'une falaise et elle tient bon et rien ne paraît de l'impressionner. Et c'est comme ça qu'elle va de plus en plus loin, un petit peu la Grèce et de la Grèce à Constantinople. Elle a traversé la Méditerranée pour aller visiter l'Algérie et puis petit à petit elle se lance dans un véritable tour du monde. Il y a du bon à partir au loin, écrit-elle. Cela vous arrête tout net et vous permet de faire l'inventaire de votre vie. Mais quand on l'a fait, on ne sent que mieux à quel point on est fou de laisser tout ça derrière. C'est Christelle Mouchard qui a écrit un beau livre sur Gertrude Bell qui s'appelle Gertrude Bell, archéologue aventurière agent secret. Si cette maladie non répertoriée du globe-trottisme est en tout temps plus répandue qu'on ne le croit, écrit-elle, dans ces années 1890-1910, elle sévit sous forme d'épidémie parmi les Anglaises de la bonne société. Paquebots, hôtels, trains, sentiers de montagne et de bord de mer sont envahis de leurs silhouettes longues et blondes en chapeau et bottines confortables. Gertrude Bell comme incarnation de cette Anglaise partie à la découverte du monde, en quelque sorte. Alors, pendant ces
ces déplacements, elle continue de correspondre avec avec pas mal de monde. Hein. Elle a son nécessaire toujours, avec ses lettres, ses enveloppes, enfin son papier, ses enveloppes, ses plumes, etc. Elle prend des notes dans un journal intime. Elle livre ses impressions dans les lettres qu'elle envoie à tous ses proches. Et elle envoie aussi des photographies parce que il faut dire qu'elle sait photographier à une époque là encore où ça n'est pas très répandu. Gertrude Bell garde ses habitudes britanniques évidemment, hein, dans toutes les circonstances. Elle voyage avec énormément de malles, avec des tenues qui sont adaptées au paysage. Vous voyez, enfin tout le raffinement de cette haute société anglaise de l'époque, les chapeaux, les belles voilettes et les robes du soir. Gertrude reste en quelque sorte, si l'on peut dire, une voyageuse mondaine. Alors, retrouvons-la à Jérusalem, justement. Elle se lève aux aurores, elle commence ses journées par des cours de persan et d'arabe. « Je me passionne tant pour l'arabe que je ne pense à rien d'autre », écrit-elle. Et dans la journée, elle va visiter la ville sainte et ses environs, à cheval ou à pied, la plupart du temps accompagnée de la sœur de Nina Rosen. Elle découvre le dôme du rocher, bien sûr, et reste subjuguée par les mosaïques. Puis elle se rend au mur des Lamentations. Bref, elle visite Jérusalem. Et la veille de Noël, puisqu'on était en décembre, hein, je vous ai dit, 1899, elle assiste évidemment à la messe à la basilique de la Nativité de Bethléem, construite par l'empereur Constantin au IVe et considérée comme une des plus anciennes églises du monde. Elle a été reconstruite au VIe par l'empereur Justinien. Après Noël et au cours des 3 mois suivants, elle se rend au tombeau du Christ. On la voit sur le mont Golgotha, à Jéricho, au mont des Oliviers, aux piscines de Salomon situées au sud de Bethléem. Elle assiste également aux célébrations des 3 monothéismes, la fête de Pourim qui commémore la victoire du peuple juif dans l'ancien empire perse face au massacre des Juifs qui avait été planifié, vous savez, par un vizir du nom de Haman. Elle assiste à la cérémonie du dimanche des rameaux, mais aussi à la fête de Nabi Moussa, au cours de laquelle les musulmans, cette fois, entrent dans la vieille ville pour une procession. Dans son récit de voyage, Gertrude s'attarde sur les descriptions de la vallée du Jourdain avec ses fleurs, ses oliviers, ses citronniers. Elle est absolument éblouie et, encore une fois, non seulement elle écrit, mais elle lit dans d'autres langues et en arabe et un peu en perse et même en hébreu. La voilà accompagnée d'un guide et d'une escorte imposée par les Ottomans pour se lancer. On est là en avril 1900, vous voyez, 4 mois ont passé. Elle va se lancer dans une traversée du désert sous une chaleur écrasante au milieu des vents de sable. Traversée d'autant plus difficile que le convoi de Gertrude Bell est impressionnant. Pas mal de mules et de muletiers nécessaires pour transporter tout son nécessaire de voyage, y compris une baignoire portative en toile, des malles qui comprennent les habits, tout le nécessaire de toilette et de coiffure, et puis les tentes, et puis la table, les couverts et le service de porcelaine. Et avec tout cet attirail extravagant, on vise la cité antique de Pétra. Vous écoutez Radio Classique. Alors, elle va passer quelques jours à Pétra, évidemment, découvrir cette cité absolument invraisemblable, sculptée, vous savez, dans la falaise, et prendre ensuite la direction du Djebel Druze, zone qui lui a été déconseillée. C'est un territoire en dehors de toute route touristique, avec des sentiers raides et difficiles d'accès, et surtout une zone interdite d'accès par les Ottomans, parce que les Druzes à l'époque sont, enfin, je dis à l'époque, ils l'ont presque toujours été en révolte contre Constantinople. Mais vous voyez bien que Gertrude est intrépide, elle va au-delà de tout ça. Le 29 avril 1900 donc. Elle écrit « Je pars demain matin à l'aube comme une flèche. Une fois dans le pays druze, je bougerai rapidement et il sera difficile aux Turcs de m'attraper car ils ont horriblement peur des Druzes. » Et le lendemain, après quelques heures sur un sentier de montagne, eh bien, évidemment qu'elle se retrouve nez à nez avec des hommes armés qui sont des Druzes et qui portent leur coiffe à l'antique avec leurs barbes carrées, leurs robes bouffantes. Tout ça doit être très spectaculaire. Gertrude leur dit qu'elle n'a pas d'armes, qu'elle vient avec un message de paix pour tout leur peuple. Elle essaie de gagner la confiance de ces hommes et elle va parvenir à rencontrer Yahya Beg, qui est leur chef, qu'elle décrit comme un homme de belle taille, de 40 à 50 ans, très beau et d'une courtoisie exquise, écrit-elle.
Et l'entrevue a lieu autour d'un café, sous une grande tente. Gertrude assure à son hôte qu'elle n'est pas une amie des Ottomans, que le roi d'Angleterre est au contraire l'allié du peuple druze. Bref, déjà, et peut-être d'abord et avant tout à son propre service, là bien sûr, mais déjà, elle fait preuve d'un certain talent de diplomate. Et après 10 jours dans le Djebel, elle va pouvoir poursuivre son voyage et découvrir la perle du désert. C'est Palmyre, bien sûr. Le 20 mai 1900, dans son journal, elle note « Nous nous dressâmes au bout du col pour dominer Palmyre du regard. Je me demande si le vaste monde présente un paysage plus singulier. C'est une masse de colonnes alignées en longues avenues, regroupées en temples, effondrées dans le sable ou pointant un long doigt solitaire vers le ciel. Par-delà les colonnes se trouve l'immense temple de Baal, et plus loin encore, ce n'est que du désert, du sable, de vastes étendues blanches de sel et du sable encore à nouveau, survolées par des nuages de poussière tourbillonnants, et puis l'Euphrate à 5 jours de là. Et elle va continuer, elle, bien entendu. Après quoi, au mois de juin, elle regagnera le Liban, puis Jérusalem. Et après ce premier voyage, voilà que Gertrude Bell rentre en Angleterre. Alors c'est vrai qu'elle pratiquera encore un peu l'alpinisme, hein. Elle va faire quelques séjours sur le continent. Elle va réussir plusieurs ascensions d'ailleurs et rencontrer des moments difficiles. Par exemple, quand elle est bloquée pendant 3 jours dans une véritable tempête de neige avec ses guides, et elle croit bien y rester cette fois-là. En 1904, lorsque son grand-père meurt en lui laissant un important héritage, elle va pouvoir financer ce dont elle rêvait depuis pas mal de temps, c'est-à-dire un véritable voyage archéologique au Proche-Orient. Ses connaissances sont assez limitées dans l'archéologie, mais elle va se former auprès du meilleur spécialiste de la Grèce antique et de l'Asie mineure, le professeur Salomon Reinach en personne. En Syrie, en Asie mineure, en Mésopotamie, dans la péninsule arabique, accompagnée toujours de son principal guide et confident qui s'appelle Fatou. Elle étudie les ruines, l'architecture, les inscriptions antiques. Elle se rend dans des sites méconnus. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est en train de vivre tout simplement la vie la plus incroyable, une vie rêvée? Elle est dans les plus beaux paysages, à la recherche des plus grandes civilisations, sauf que elle reste une femme néanmoins et qu'elle n'est pas vraiment prise au sérieux dans un univers qui à l'époque est exclusivement masculin, bien entendu. Alors, en plus, c'est vrai que c'est les habitudes qu'elle a contractées dans la haute bourgeoisie britannique font qu'on se moque un petit peu d'elle, de cette élégance tellement recherchée partout. Ça lui vaut sans doute l'hospitalité des populations locales, qui la surnomment la noble dame. Mais disons que ça paraît un peu extravagant pour des archéologues qui, eux, sont plus à leurs affaires. Vous voyez, ils considèrent que Gertrude est peut-être un peu frivole, et pourtant, elle en est loin de la frivolité. Elle est passionnée au sens le plus noble par tout ce qu'elle découvre, et elle montre dans ses expéditions une véritable force de caractère. Dites-vous qu'elle est capable, par exemple, de faire 12 heures de chameau sans s'arrêter, et de boire de l'eau croupie lorsqu'il n'y a plus d'eau potable dans les outres. Par ailleurs, elle possède très bien la géographie, elle connaît les régions où elle progresse, parfois avec difficulté. Tout ça suscite évidemment des jalousies. Par exemple, à Jérusalem, il y a un jeune explorateur qui a 26 ans, il s'appelle Mark Sykes. Il croise Gertrude Bell et évidemment, pendant tout son séjour, c'est elle qui va lui indiquer les endroits où aller, comment s'y prendre, etc. Et cette prise en main, c'est pas très bien vécu par le jeune homme qui écrira un peu plus tard à son épouse qu'elle aille au diable, cette raseuse, cette sotte, quel moulin à parole, une homme-femme aussi plat qu'une limande, une globe-trotteuse vaniteuse et envahissante. Progressivement, Gertrude Bell parvient à se faire une place néanmoins dans le monde de l'archéologie, notamment parce qu'elle maîtrise les langues. Ça aide beaucoup, évidemment. On va la voir participer à un certain nombre de fouilles aux côtés d'un archéologue écossais, William Mitchell Ramsay, d'abord en Turquie, puis en Syrie. C'est sur un de ces chantiers qu'elle va tomber amoureuse d'un officier britannique, Charles Doughty Willie, sauf que Willie est marié et que leur relation va devoir rester platonique. Elle durera 8 ans, cette grande relation amoureuse, jusqu'à la mort de Willie en 1915. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au
début de 1909, Gertrude se rend en Égypte, à Beyrouth, à Alep. Elle gagne ensuite l'Euphrate pour se rendre en Mésopotamie. Elle découvre la forteresse d'Al-Uqaydir, qui a été construite au 8e siècle avant notre ère. Elle est la première occidentale à voir cette forteresse. Alors, elle est là qui constamment prend des mesures, fait des cartes. Elle photographie aussi, bien entendu, convaincue d'avoir fait une découverte majeure, nous dit Christophe Dard, qui a préparé cette émission et qui a retracé les parcours de Gertrude Bell. Annie Sartre-Foria nous dit « À Hiérapolis, elle signale les remparts et un grand bassin avec un autel au milieu, ancien lac sacré du sanctuaire d'une déesse syrienne où étaient élevés dans l'Antiquité les poissons consacrés à la divinité. » À l'époque où Bell vient à Hiérapolis, on pouvait encore voir des fragments de colonnes et de blocs antiques et deviner les traces d'un théâtre et d'un stade, nous dit Annie Sartre-Foria. Comme lors des voyages précédents, on voit Gertrude participer à un certain nombre de missions archéologiques menées par des Allemands qui, à l'époque, ont les méthodes les plus sophistiquées dans le champ de cette archéologie orientale. Elle participe notamment à la découverte du palais de Nabuchodonosor II, roi de l'empire néo-babylonien. On était là entre 605 et 562 avant notre ère. Et c'est au cours d'une de ces missions qu'elle va rencontrer un jeune homme passionné d'histoire. Il a 21 ans, il s'appelle Lawrence, et évidemment, on ne le connaîtra bientôt plus que sous le nom de Lawrence d'Arabie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au début de 1914, elle mène sa 6e grande expédition archéologique en 14 ans entre le Levant et l'Euphrate. Le 19 janvier, alors qu'elle est en plein désert, elle écrit, je la cite, « Il faisait 34 degrés quand nous sommes partis avant l'aube et 70 degrés quand nous avons campé sur le coup de 2 heures. Comme il n'y a pas d'eau, pas de raid à redouter, mais nous guettons tout de même d'éventuels voleurs qui, s'ils nous voient en alerte, nous demanderont l'hospitalité. Mais s'ils nous voient endormis, eh bien, ils nous prendront nos chameaux. Donc, il faut veiller. » Oui, tout ça quand même ne se fait pas aussi facilement que ça pourrait en avoir l'air. Et lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, Gertrude est de nouveau en Angleterre. On va la voir travailler pour la Croix-Rouge. Elle sera ensuite recrutée comme officier de liaison par l'agence britannique de renseignement au Moyen-Orient et rattachée au Foreign Office, au bureau arabe du Caire en fait, et c'est là qu'on la chargera d'évaluer le degré de sympathie des tribus envers la Grande-Bretagne, puis de rallier ces populations aux Anglais dans l'optique de planifier une guerre des musulmans contre l'Empire ottoman. N'oubliez pas que l'Empire ottoman, pendant cette Première Guerre mondiale, était allié des Allemands, bien entendu. Après le bureau du Caire, Bell est mutée au bureau arabe d'Irak. Elle est convaincue de la nécessité de rallier administrativement les territoires ottomans à la couronne britannique, et elle écrit d'ailleurs au Foreign Office « Il n'existe aucun moyen de maintenir le peuple de Mésopotamie sur la voie de la paix, si ce n'est en lui donnant ce à quoi il ne renoncera pas volontairement. Un bon gouvernement dirigé par d'autres, c'est-à-dire par nous, cela ne suffira pas. » Elle est très précise dans les indications qu'elle donne. Et après la guerre, après la chute de l'Empire ottoman en 19, elle sera nommée secrétaire aux affaires orientales, chargée de dessiner les contours d'un futur État irakien. Le ministre des colonies de l'époque à Londres s'appelle Winston Churchill. Il l'inclut dans son équipe de spécialistes de l'Orient, qui sont réunis à la conférence du Caire en 21. Inutile de vous dire qu'elle est la seule femme à participer à tout ça, et c'est elle, Gertrude Bell, qui imposera Faisal. Faisal, c'est le chef des révoltés arabes, qui a été chassé de Syrie par la France. C'est elle qui l'imposera sous le nom de Faisal Ier sur le trône d'Irak. Il sera couronné en 1921. Et elle s'installe à Bagdad, et elle devient bien sûr la confidente politique de ce nouveau roi. On l'appelle la reine sans couronne d'Irak, ce qui n'empêche pas, elle, de continuer ses fouilles et ses travaux archéologiques, bien entendu. Il faut vous dire que depuis la mort de Willy, son grand amour, en 1915, elle est assez dépressive, elle est seule, elle fait un usage très très poussé des somnifères, et au matin du 12 juillet 1926, on la retrouve inanimée chez elle à Bagdad. Elle était morte des suites d'une surdose de somnifères. Est-ce que c'était un suicide ? Oui, c'était probablement un suicide. Elle avait à ce moment-là 57 ans seulement. Vous écoutez Radio Classique.